C'est avec ça que vous voulez que l'Afrique se développe. Une théorie des systèmes sans société, sans hommes. Je connais très bien Niklas Luhmann sur lequel je travaille. Donc, si on veut parler de l'Afrique, je crois que Niklas Luhmann est le dernier des sociologues qu'on peut prendre pour essayer de lire la société africaine, qui est une société complètement située à 1000 lieues de ce qu'écrit Niklas Luhmann, qui est très intéressant comme auteur sur la théorie des systèmes, mais qui écrit des choses qui n'ont aucun sens en Afrique. Hein? Donc Niklas Luhmann aurait donc inventé le monde qui est posé quelque part et l'Afrique devrait le recopier. Je crois qu'on a un point de désaccord. Mais c'est ce qui nous fait avancer. Alors, je crois qu'il y avait une question ici. On continue à la chaîne ou on va en prendre 2-3. D'accord. Ah oui. Merci beaucoup. On va prendre 2-3 questions voilà. Et puis ça nous permettra de répondre de façon transversale. Bien, bonjour à toutes et à tous. Jamal Si Mohamed, professeur à l'Université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou en Algérie. Donc, merci, professeur, pour ce voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors, j'ai été interpellé par... Bon, c'est pas du tout conflictuel. Moi, j'ai beaucoup aimé votre intervention. Je crois que vous avez essayé de mettre en perspective, en fait, l'identité, la pratique politique, et puis avec un regard actuel par rapport un peu à ce qui s'est passé, les expériences des post-indépendance des pays africains, Maghreb compris. Moi, j'ai été interpellé par un concept que vous avez utilisé, que j'ai beaucoup aimé, et en citant Senghor, vous avez évoqué l'identité, l'humanisme négro-berbère. Et ça m'a interpellé dans la mesure où je voudrais savoir, est-ce que dans l'esprit de Senghor, mais aussi dans votre propre esprit, est-ce que les identités africaines, au sens de la négritude, et berbérophones, au sens autochtone de l'Afrique du Nord, est-ce qu'elles peuvent être fusionnées en une seule? Voilà, c'est ma question et je vous remercie. Et une troisième, et puis ensuite on vous donne un peu de temps pour répondre. Merci. Taoufik de Tunisie. Alors, je remercie le conférencier. Je suis un universitaire, donc je connais très très bien l'histoire de l'Afrique du Nord. Je connais un peu moins l'histoire de l'Afrique noire, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Et je remercie le conférencier pour la finesse de l'analyse que j'ai apprise. Alors, je termine par une question. Alors, nous avons le leader tunisien Bourguiba qui défend énormément justement l'indépendance en Afrique noire et qui analyse un peu moins probablement l'histoire de l'Afrique noire. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez l'insérer dans le système que vous avez indiqué. Merci. En fait, j'aurais dû vous donner... Oui, c'est bien. Ça fonctionne ? Oui, merci pour toutes les questions et remarques. Je commencerai par la dernière question. Il faut dire qu'effectivement, il y avait dans les années 60, fin des années 50 et 60, beaucoup de contacts entre les dirigeants d'Afrique du Nord et les dirigeants d'Afrique noire au sud du Sahara. Bourguiba en est un exemple, Nasser, par exemple, qui, avec Nkrumah et Modibo Keïta et tout ça. C'est vrai que ce qui les unissait, c'était l'idée d'une certaine unité, d'un front commun contre le colonialisme et surtout leur activisme auprès des non-alignés. Mais surtout chez Nasser, c'est l'engagement à développer une certaine indépendance à la fois culturelle dans le monde arabe, mais aussi en développant des relations très ténues avec l'Afrique noire. Et par exemple, entre Kwame Nkrumah et Nasser, il y avait tellement de relations politiques que Nkrumah a fini par épouser la fille de Nasser.
Donc, il y avait en ce moment-là beaucoup de contacts, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, je dois dire, au niveau de l'unité africaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je viens à la deuxième question. Je ne connais pas très bien Senghor parle souvent de l'humanisme négro-berbère. Je ne sais pas si c'est une expression qu'il a forgée de toutes pièces, mais je sais qu'il y a au Sénégal, au Mali et dans cette région beaucoup de berbères qui sont mélangés aux Africains noirs. Donc, et il y a des berbères qui sont noirs aussi. Donc, je pense que c'est un terme collectif qu'il utilise pour cette population-là. Je ne pense pas, mais je ne sais pas, je ne pense pas que ça signifie que ça va au-delà d'un usage purement descriptif de la population et de la culture de cette partie de l'Afrique. J'en viens à la première question. D'abord, je dois dire que je ne me suis jamais présenté comme spécialiste du développement, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la question de culture désincarnée. Et j'ai l'impression, peut-être c'est une intuition, que cette peur qu'il y a à penser que la démocratisation doit nécessairement s'inspirer des ancêtres n'est pas justifiée. Pourquoi n'est pas justifiée? D'abord parce que parmi tous ces auteurs que j'ai présentés, il n'y a nulle part une définition de la démocratie. Il n'y a pas une démocratie, il y a plusieurs formes de démocratie. Deuxièmement, dans la plupart des conceptions qu'on a de la démocratie, personne ne pense que le fait d'avoir un pluripartisme rend impossible le fonctionnement d'une démocratie. Et selon une des théories de la démocratie d'ailleurs, la démocratie n'est que, elle est purement du moins celle qui instaure un régime et un seul avec un gouvernement n'est pas nécessaire. Il faut concevoir la démocratie comme une sorte de binôme où il y a opposition et gouvernement. Si on considère la chose de cette manière, ce n'est pas nécessairement conflictuel, surtout pour des gens qui parlent, qui insistent sur la palabre africaine, l'harmonie africaine, la discussion africaine. On ne discute pas seulement avec soi-même en tant on ne discute pas seulement dans son groupe. On discute peut-être entre deux unités. Peut-être que c'est beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus positif de discuter, d'échanger, que de supprimer carrément l'opposition sous prétexte que culturellement elle n'est pas justifiée. Deuxièmement, quand on voit l'application de cette référence à la culture en Afrique, par exemple, les traitements qui est réservé aux homosexuels au nom de l'absence de l'homosexualité dans les cultures africaines, rien ne justifie cela. La culture n'est pas une norme de droit ni de comportement à ériger et au nom desquels on peut punir les gens parce qu'ils ont telle ou telle orientation sexuelle. À mon avis, la culture et cette référence culturelle qui ne permet pas la discussion, qui ne permet pas une opposition, à mon avis, me semble inacceptable d'un point de vue d'une théorie politique contemporaine. Et parce que ça consiste à nier toute conflictualité dans des sociétés humaines, alors que c'est le conflit qui permet aussi un certain progrès dans les sociétés humaines. Enfin, si nous prenons Luhmann, Luhmann n'a pas seulement, comme c'est moi qui ai traduit la plupart des ouvrages de Luhmann en français, c'est pas
Luhmann n'a pas écrit toute sa théorie anti-humaniste pendant les 40 ans de carrière qu'il a eu, les 30 ans de carrière qu'il a eu à Bielefeld. Les premiers écrits de Luhmann étaient tout à fait dans la ligne de Durkheim, dans la ligne de Parsons. Et donc, le moment anti-humaniste dont vous parlez est arrivé très tard. Malgré cela, ce n'est pas parce que quelqu'un a des prémices anti-humanistes que nécessairement on ne peut pas prendre des éléments de sa théorie. Je travaille beaucoup sur Luhmann, mais je ne peux pas dire que je suis luhmannien. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas prendre un élément, une conception dans les 47 livres qu'il a écrits, sans compter des articles non publiés, pour analyser un problème. Je veux dire, il ne faut pas considérer les ouvrages comme des dogmes religieux ou enlever un article ou bien une partie les rendrait inutilisables. Ils ne sont pas à prendre intégralement ou à laisser intégralement. Donc de ce point de vue, je ne sais pas, pourquoi on ne prendrait pas tel élément chez Luhmann, surtout cette thèse de la différenciation sociale, qui est une thèse, à mon avis, pré-luhmannienne, qui est une thèse fondamentale de la sociologie classique, pour montrer qu'il y a peut-être danger dans la référence unilatérale et insistante à la culture ancestrale, à la culture précoloniale, d'ailleurs très mal connue, qu'il y a un danger à le faire. Si la première génération de politiciens était militante et elle a pensé, ben c'est à nous aussi de partir de leur pensée, de construire quelque chose. Je ne pense pas que on doit les excuser, on doit les sacraliser et ne pas les lire comme nous lirons tout ouvrage et les soumettre à la critique. Si nous ne pouvons pas les dépasser, alors c'est vraiment dommage pour nous et c'est dommage pour eux aussi parce que ce n'est pas une manière de les prendre au sérieux. Les prendre au sérieux signifie les lire, les comprendre et de voir comment on peut actualiser aujourd'hui cette forme de pensée. Donc, si je ne me suis jamais présenté, encore une fois, comme spécialiste du développement, je connais un peu quelques théories du développement, c'est tout, mais ce n'est pas... mon topo n'est pas tellement sur le développement, puisque je n'ai pas du tout tenté de définir de quoi ces auteurs parlaient. Eux non plus n'ont pas défini, donc je ne me suis pas hasardé sur ce terrain-là. Oui, merci. Francis Kern, l'Université de Strasbourg, et je vous remercie de nous avoir rappelé ce qu'était cette première génération de penseurs politiques. Et je rejoindrai un peu ce que disait tout à l'heure le premier intervenant de manière un peu véhémente. C'est vrai de contextualiser la période dans laquelle cette période du début de la décolonisation, qui étaient eux-mêmes les partisans de cette indépendance, soit Senghor, Nkrumah, qui en a payé de sa vie, ou Nyerere, c'est le fait qu'effectivement le contexte de la guerre froide et que pour s'opposer aux puissances occidentales coloniales, il y avait quoi ? Il y avait l'Union soviétique et la Chine, donc il y avait des partis uniques. Et il fallait justifier le fait que si on choisit ce camp, on devait retrouver dans la pensée africaine, si j'ai bien compris, ces éléments-là. Mais alors ce qui est incroyable, et on le retrouve aussi dans la pensée occidentale, c'est que chez eux, ce qui pourrait être aujourd'hui lu comme la force des sociétés et des économies africaines, et c'est là que le développement en débat, comment savoir et politique peuvent alimenter ce débat, c'est qu'ils passent complètement, ils voient la palabre. Vous avez parlé de la communauté villageoise, peu, mais le communalisme, on le retrouve chez Nyerere, mais qu'en fait aujourd'hui, dans les formes modernes de l'économie sociale et solidaire, aussi bien en Europe ou dans le Nord comme au Sud, c'est des éléments qui sont déterminants. Et qu'en fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire quand vous dites de relire leur pensée et de l'inscrire dans le développement, c'est peut-être de cela qu'il faut parler aujourd'hui. Et que c'est ce qu'on appelle, moi, au septembre, on a un étudiant haïtien qui va soutenir sa thèse justement sur ce que c'est que la communauté et l'économie communautaire en Haïti et la puissance qu'elle a eue. Et je pense que c'est autour de ces références-là qu'aujourd'hui on peut construire et que les coopératives, au vrai sens du terme, celles qui ont pu se développer, c'est souvent sur la base de travail communautaire, villageois et de travail collectif, ou même dans les quartiers urbains. Et que donc c'est peut-être comme ça qu'il faudrait découvrir. Mais alors du coup, que devient la représentation politique si elle n'est pas justement le parti unique ?
la représentation politique face à une société civile qui se structure, face à une économie sociale et solidaire qui réinvente un développement réel autour de la notion de coopérative ou de l'associationnisme, c'est effectivement le communalisme. Et dernièrement, il y a beaucoup de travaux qui sont sortis sur ce qu'est la commune. Il y a un ouvrage récent qui s'appelle « La forme commune », de la Commune de Paris que Saint-Marx avait tellement bien glorifié, mais ensuite ça a été noyé et étouffé par le parti unique léniniste et autres, stalinien puis maoïste, et que la commune, on la retrouve à Notre-Dame-des-Landes chez nous en Europe, on la retrouve dans des tas de luttes dans les pays du Sud pour la défense de leur territoire, et je reviens à ce que disait Alain Pifteau tout à l'heure, lorsque citait Bruno Latour, sur comment atterrir et l'enjeu que jouent les territoires, et qu'aujourd'hui, face à l'extractivisme, face à l'appropriation des terres, à ce qui est en train de remettre complètement en cause les fondements des sociétés africaines elles-mêmes, en dehors de l'urbanisation, eh bien c'est peut-être dans ce sens qu'il faut le penser. Alors que devient la représentation politique? Soit c'est la force des acteurs de terrain, soit ça reste au service des puissants, des multinationales ou des États. Et voilà que le clivage que vous dites, le pluralisme politique, il pourrait se penser de cette manière-là. Oui, on a une autre... Alors, le temps de vous rejoindre, c'est de nouveau la question du contexte, hein, parce que je trouve, moi, le débat particulièrement révélateur du moment dans lequel on est, où Francis vient de le dire. Pardon, j'ai passé on a une réactivation, je vous ai vu aussi, on a une réactivation de ces questions autour des communs, de la commune, voilà. Mais je trouve aussi intéressant de mettre en avant la nécessité, à travers cette lecture historique, de penser les conflictualités. Merci Célestin Mayukou, surgénaire du Congo. J'ai bien apprécié votre présentation. Issu du Congo, j'ai un président qui était renversé, mais qui avait posé ce qu'on appelle le socialisme bantou. Donc effectivement, de la mouvance de Nyerere. Alors, j'ai aussi apprécié effectivement des éléments que vous avez évoqués sous la palabre. Donc je prends au Congo en 90-91, lors de la conférence nationale. Celui qui la préside, un religieux, alors il utilise la palabre pour vouloir réconcilier les Congolais, pour passer à la démocratie. Et donc ils vont créer une sorte de nouvelle constitution, mais en fait ça ne va pas marcher. Donc la force va revenir, et donc ceux qui vont vouloir reprendre le pouvoir, les anciens communistes, maoïstes, vont le reprendre, donc par la force, donc par un coup d'État, enfin, donc par la violence, et le régime est encore jusqu'à aujourd'hui. Donc on retrouve un peu les éléments que vous évoquez. Alors moi j'ai une question à vous poser, et je voudrais rejoindre un peu le professeur Kern sur des aspects qui n'ont pas disparu. Quand on voit le système de tontine, le système financier informel, il fonctionne sur les logiques que vous avez évoquées, peut-être la palabre, la solidarité, et ça fonctionne parfaitement. Et avec la modernité aujourd'hui, donc on mène une grosse enquête en République démocratique du Congo. Avec la modernité, on s'est rendu compte que les systèmes de tontine se sont adaptés. Ils sont devenus eux-mêmes digitaux. Et donc ces systèmes forts, on retrouve ça également au Cameroun. Et donc finalement, ça fonctionne avec les logiques des pères fondateurs de l'Afrique. Peut-être que... donc ma question... Et celle-ci, une question naïve hein, que je vous pose, mais vous n'avez pas parlé de Sankara. Comment vous le placez dans le discours que vous tenez? Merci. Comment on fonctionne par groupe de 3 questions sur un trépied, on tient bien. Je vais en prendre une 3e, et puis on recommencera un cycle. Merci tout d'abord pour votre conférence. Est-ce que, je pense, ces justifications qui sont avancées par l'identité, par la culture, par le parti unique, n'étaient pas un essai pour réinventer la roue? Parce que ce sont des débats qui ont été déjà passés auparavant. Tout le monde a discuté socialisme, capitalisme, libéral, socialisme. Et donc, je pense que les États les États africains continuent à prendre encore davantage du retard. Est-ce que ce n'est pas le moment de chercher à copier-coller ce qui marche ailleurs? Et s'il y a une identité, il faut la faire sortir, mais copier-coller ce qui marche ailleurs
et faire comme ça, ce qu'a fait le Japon, et puis trouver sa propre chemin. Je vous laisse un peu de temps pour... et puis on reprendra un petit cycle de 3 questions. D'accord, merci. Comme avant, je commence par la dernière question. C'est vrai que j'ai l'impression que la source de cette référence au parti unique, c'est d'abord une inspiration des pays de l'Est qui ont aussi milité, surtout l'Union soviétique dans le temps, qui avait milité beaucoup pour les indépendances africaines, sans parler de la Chine, de Mao, qui était aussi très active dans les indépendances africaines. Donc il y a eu, à mon avis, entre autres, un effet d'imitation, mais il y a aussi ce que j'ai essayé de montrer, une tentative de la part de ces auteurs de justifier cela de façon endogène, comme étant déjà présent dans la pensée africaine traditionnelle. Donc on peut voir cela comme une sorte d'influence des non-alignés, de certains pays non-alignés comme la Chine, mais aussi de l'activisme, une conséquence de l'activisme des pays de l'Est en ce moment, et repris par certains, surtout chez Nkrumah, c'est clair que c'est l'influence chinoise qui est déterminante. Je ne sais pas de la part des autres si effectivement on peut parler de cette influence de l'Est. Néanmoins, j'ai l'impression que pour beaucoup de ces penseurs de la première génération, il y avait aussi un peu de nostalgie, un peu de quelque chose de nostalgique, un regard idéalisant sur le passé africain, parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de grands royaumes comme le royaume de l'Empire du Mali, du Ghana, de Songhai, sans parler, sans dire qu'un empire se bâtit sur la guerre, que l'extension d'un empire, sa force, ça se fonde sur la guerre et sur une certaine puissance. Et alors parler à la fois de cette grandeur et oublier que dans une société humaine, pour créer de telles entités, il y a des conflits, il y a la guerre, il y a la puissance qui se manifeste, me semble incomplet. Donc il y a, si j'ai quelque chose à répondre à votre question, c'est ça, il y a les deux aspects. Il se peut que ce soit une tentative, une sorte d'inspiration des pays de l'Est, mais la tentative des Africains eux-mêmes, c'est de montrer que c'est déjà dans la culture précoloniale. C'est pourquoi j'ai insisté énormément sur le fait qu'on ne donne pas de date ni de lieu où telle culture dont on s'inspire a eu lieu, a régné, etc. Mais parler d'un continent aussi massif que l'Afrique, dans le temps comme dans l'espace, en disant que c'est la culture africaine, à mon avis, c'est pas sérieux. Mais c'est peut-être dans un contexte de lutte, un contexte de revendication, et qu'il fallait montrer il fallait dire quelque chose, il fallait une réaction. Et j'en viens justement à la deuxième question par ce biais-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout anti-traditionnaliste. Je dis tout simplement, derrière ce que je dis, il y a l'idée qu'il faut à des problèmes concrets, des solutions concrètes. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas l'ancêtre pour toutes les questions, il n'y a pas non plus la modernité pour toutes les questions. Si la tontine s'adapte et réussit, je ne vois pas en quoi est-ce que ne pas le maintenir. Et c'est même très bien. Et du coup, la nécessité de contextualiser ces facteurs, comme la nécessité de contextualiser les pensées de ces auteurs, ne nous libère pas de la possibilité de dire les limites de cette pensée, les limites de cette pensée aujourd'hui, surtout dans un monde pluraliste, dans des sociétés qui ne sont plus des sociétés claniques, où le pluralisme est non seulement accepté, mais c'est même apprécié quelque part. Nous sommes quelquefois heureux de vivre dans des sociétés où s'exprime la diversité, où la diversité est acceptée. Alors pourquoi est-ce qu'en les relisant, on doit faire l'économie d'une critique
politique, on a fait l'économie dans le fait de montrer les limites de cette pensée aujourd'hui. Je pense que le seul honneur qu'on peut faire à un auteur, c'est de le lire, bien sûr, en présupposant son contexte, mais aussi d'être un peu critique. Mais je reprends ce que vous dites sur la palabre, par exemple, ce que vous dites sur la tontine et cette capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation n'est possible que si nous avons une société ouverte, si nous avons une société où les gens peuvent prendre des initiatives. Et ce n'est pas la politique de dicter la façon dont les gens doivent vivre parce que les ancêtres ont dit ceci. La politique n'a pas à redire ce que les ancêtres disent, mais plutôt à laisser les gens faire de l'histoire. Un point, c'est tout. La politisation des savoirs, à mon avis, c'est un danger assez grand pour être souligné dans le contexte surtout de travaux sur le développement. J'en viens à la dernière intervention qui a un point commun avec les deux. Je suis tout à fait d'accord avec vous que si nous prenons l'exemple de la palabre, il y a exagération dans ses écrits. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il y a discussion qu'il n'y a pas dans la discussion des effets d'autorité. Pour avoir assisté une ou l'autre fois à des palabres, les anciens, les gens qui sont plus âgés, ont plus d'importance, ce qu'ils disent a plus d'importance que les autres. Donc il y a inégalité dans la prise de parole quelquefois. Si on veut faire de la palabre une sorte d'instrument politique, il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir voix au chapitre, que tout le monde puisse prendre la parole et que ce que les gens disent ne soit pas attribué à leur âge, à leur jeune âge ou bien à leur vieil âge, parce que même la vieillesse peut être quelquefois bête. Donc il n'y a pas, à mon avis, à accepter cela parce que à accepter ce qu'on dit parce que la personne est âgée, donc elle est source de sagesse, etc. Et si on essaie de transférer ce genre de discussion au plan politique dans une démocratie, je pense qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas seulement discussion, mais que la discussion soit réglée, que le temps de la discussion soit réglé, qu'il y ait argument contre argument et non pas prise en considération du statut de la personne qui parle ou bien du statut de l'âge de la personne qui parle. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que l'efficacité de la palabre aujourd'hui au plan politique des États modernes africains, je suis très sceptique sur la réussite de l'introduction de ces palabres, à moins que ce ne soit formalisé, comme je le dis. Donc, je ne sais plus, vous avez parlé de la conférence nationale, mais aussi de la palabre. Mais ce n'est pas que je suis contre la palabre. Je dis tout simplement que pour une théorie politique moderne, elle a des limites. Et ce n'est pas parce qu'on discute sous l'arbre que nécessairement la discussion est égale et que la prise de parole, le temps de parole est également distribué. Et dans les mécanismes de discussion, on sait que quelquefois des gens qui ont le verbe facile peuvent dominer les autres. Et pour la discussion des choses publiques, il est important quelquefois de veiller à ce que les uns ne profitent pas de l'âge, de la force, de la puissance naturelle du verbe pour dominer les autres. Mais ceci dit, je suis d'accord avec les remarques que vous aviez faites dans le cadre du Congo. On prend une série de 3 questions. Bonjour tout le monde. Donc c'est Boukrif Moussa de l'Université de Béjaïa en Algérie. Donc je tiens à vous remercier pour cette communication très intéressante. Donc je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc je vais commencer par en vous écoutant, vous avez dit à un moment donné que
en Afrique, on n'a pas besoin de leçons concernant la démocratie. Effectivement, quand on regarde un petit peu le fonctionnement de la société, et je parle là par exemple en Algérie, dans le fonctionnement en Haute-Kabylie, effectivement dans la société, il y a une prédisposition justement à la démocratie, puisque le rôle de Tajmat, par exemple chez nous, même si, comme vous venez de le souligner, que la prise de parole n'est pas la même pour un enfant, pour une femme, pour un vieux, pour l'âge, etc. Mais ça veut dire que nous avons cette prise, justement, comment dirais-je, une disposition justement à accepter facilement la démocratie. Mais je ne pense pas que cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'un modèle démocratique à l'occidental. Je pense que effectivement, donc la prédisposition de la société à y aller vers la démocratie plutôt va nous aider facilement à s'approprier les mécanismes de la démocratie occidentale, au lieu de dire que on n'a pas besoin de la même chose pour le socialisme. Effectivement, aussi, nous avons même dans nos villages des terres à droit d'usage uniquement par la propriété privée. Mais là aussi, il y a aussi, vous avez dit que, d'après ce que j'ai compris, que le modèle le plus intéressant pour l'Afrique, c'est le parti unique et aussi, donc, le parti unique. L'Algérie a connu le parti unique dans les années 60, 70 jusqu'à 80. Je ne pense pas que les Algériens aujourd'hui ont la nostalgie de cette époque. Au contraire, même si ça a été difficile de passer du parti unique à multipartisme, mais je pense que tous les Algériens aujourd'hui se retrouvent parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer, d'avoir une vision, et c'est comme ça, c'est cette diversité de la vision qui fait que les choses vont avancer. Donc je ne pense pas que c'est gay, et même je vous pose la question, est-ce que cette thèse que défendent les auteurs que vous avez cités, ce n'est pas une façon de renforcer plutôt leur position de dictature, entre guillemets. Ça veut dire de dire aux gens, voilà, ce qu'il vous faut, c'est plutôt parti unique, pensée unique, donc il n'y a que moi qui peut penser à la place des autres. Donc c'est ma question. Et aussi une remarque, là, dans tout ce que vous avez avancé comme argument, à aucun moment j'ai entendu ou vous avez parlé un petit peu, et je pense beaucoup vont partager avec moi l'idée, des anciennes puissances coloniales qui font tout pour justement garder l'Afrique dans cet état d'immobilisme et d'un certain sous-développement qui toujours travaille pour les intérêts justement. Je pense que c'est un acteur important, c'est un facteur important dans notre analyse, dans notre approche, à ne pas mettre de côté. Je vous remercie. Merci. Je suis M. Alogo, je viens du Gabon, de l'Université de sciences et techniques de Massoukou. Par rapport à la présentation, professeur, je vous remercie pour votre présentation. J'ai juste regretté que vous n'avez pas, comme ça a été déjà dit, vous n'avez pas situé ces premières générations de dirigeants dans le contexte qui était le leur, c'est-à-dire juste après la colonisation. Et ces valeurs culturelles, en fait, c'est une sorte de réappropriation collective. N'oubliez pas qu'on sortait d'une époque où on nous a dit que nous étions totalement des sauvages. On était complètement laminés. Il y avait ce besoin de réappropriation, de réaffirmation. C'est essentiel. Si vous ne mettez pas ce contexte, on ne sait pas comprendre tout ce qui a été dit. Ensuite, vous avez dit la différenciation, c'est la clé. Parce que il y a plein de métiers, il y a plein de... Et puis, je suis d'accord avec vous, la différenciation, c'est la clé. Et je regrette aussi que vous n'avez pas parlé des auteurs contemporains, après les années 2000. Dans nos pays, il y a une société civile très dynamique qui a provoqué notamment les coups d'État, la chute de ces dirigeants qui ont hérité, qui sont revenus après les indépendances. Au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, même dans mon pays, au Gabon, pourtant il y a une dictature très longtemps, il y a une société civile qui s'organise. Vous n'avez pas cité des auteurs des années 2000. Et
enfin, moi, je vous attendais aussi sur l'actualité qui est maintenant la critique même de l'objet même de la démocratie comme source de développement. Moi, je pense qu'en ce moment, en Afrique francophone, on est même passé à se demander est-ce que c'est grâce à la démocratie qu'on va se développer? Parce qu'on fait des élections qui sont des semblants d'élections, et au final, les gens s'éternisent, ils modifient les constitutions, comme vous l'avez dit, et la démocratie, finalement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais à côté de ça, on dépense des milliards pour organiser ces élections, alors qu'on aurait mieux fait d'utiliser cet argent pour construire des universités, des hôpitaux. Et donc, c'est un courant de pensée qui remet même en cause l'objet de la démocratie. Certains disent même que finalement, la démocratie, c'est en fin de parcours. Que finalement, l'Europe, l'Occident, ils n'ont pas commencé par être démocratiques. Ils ont eu des empires, ils ont eu des rois et tout qui ont structuré les choses. Et puis maintenant, ils sont passés dans la démocratie. Donc, je pensais que vous alliez aborder ça. Et voilà. Merci. Bonjour, Ulrich Kamoa de l'Université internationale de Libreville au Gabon. J'ai pris un grand plaisir à vous écouter. Vous savez, le passé permet de comprendre le présent et de construire l'avenir. Donc j'ai deux principales questions. La première, en se basant sur les enseignements du passé, justement, ne pensez-vous pas que la transformation structurelle des économies africaines passerait par la prise en compte de la culture, de la spiritualité africaine, d'une part? Et la deuxième question, c'est quelle différence faites-vous entre la culture précoloniale africaine et la culture africaine contemporaine? Merci. D'abord, je dois dire que le terme culture, à mon avis, n'est pas très précis pour une discussion claire, pour la simple raison que c'est un terme à la fois polysémique, mais qui renvoie à différentes choses selon les contextes. La différence, je ne pense pas non plus, si vous permettez, qu'il y a cette rupture radicale entre le passé africain et aujourd'hui, même s'il y a des nouveautés, il y a des habitudes anciennes qui sont restées, qui sont transformées, qui ont un autre sens. Aucune culture, pour revenir à la première question, à la première remarque qui a été faite, aucun régime politique ne tombe du ciel. Il y a toujours un contexte, et c'est dans ce sens que je pense que même en adoptant des principes d'égalité, de liberté, dans le sens libéral du terme, le contexte va les façonner différemment, parce que les besoins qui vont s'exprimer, qui vont s'articuler autour de ces principes, ou bien que ces principes vont aider à articuler, sont des besoins qui viennent de la vie collective, de la vie culturelle, pour utiliser ce terme que je ne veux pas définir et que je ne peux pas définir. Donc il y a cette question, pour répondre à la question entre la différence entre la culture précoloniale et la culture d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a une certaine continuité informelle. On ne vit pas en Afrique, même les gens qui sont très occidentalisés ne vivent pas en Afrique comme on vit, je ne sais pas, à New York ou bien ailleurs. Il y a toujours un milieu dans lequel les gens vivent et qui impose certaines limites et qui, à mon avis, crée une certaine ambiance. Donc, sur ce plan-là, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il y a de toutes les façons informellement une continuité entre le passé et aujourd'hui, même s'il y a colonisation, même s'il y a modernisation de certains domaines, même s'il y a l'école qui est occidentalisée, etc., etc. Les Africains, même à l'étranger, ne se comportent pas comme les gens du pays nécessairement. Donc, deuxièmement, sur la première question que vous avez posée, il me serait difficile
de prendre position parce que je ne suis pas, économiste, mais j'ai l'impression que on peut tout à fait imaginer, comme monsieur l'avait dit, qu'il y ait des économies, surtout dans des pays où l'économie informelle est plus importante. Il n'y a pas à vouloir faire un choix radical. Selon les domaines, on peut avoir une économie très moderne, mais aussi continuer dans l'informel, ce qui marche dans l'informel. Dans la plupart des États africains, à mon avis, c'est l'économie informelle qui fait vivre les gens et non pas le fonctionnariat seulement ou bien telle ou telle chose. Et c'est dans ces domaines-là, si on veut faire des réformes, qu'il faut encourager, qu'il faut d'abord laisser, parce que la plupart du temps, ces gens n'ont pas besoin de l'État pour fonctionner, et ils font leur commerce. On a parlé de tontines tout à l'heure. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, ils font des commerces entre le Kenya et l'Afrique du Sud, sans intervention de l'État. Donc je pense qu'il faut laisser ces domaines, là encore, il ne faut pas politiser ces domaines, il faut les laisser. L'État doit se limiter à sa fonction, qui est de trouver des normes collectivement contraignantes pour que les règles que les gens se donnent puissent fonctionner. Voilà le fond de ma pensée, du moins relativement à l'économie et à la politique. Il faut laisser les autres systèmes vraiment se déployer aussi longtemps que les gens peuvent s'organiser. Alors, si je reviens à la deuxième question, je dirais que c'était la question qui concernait, c'était vous qui avez parlé de la... je pense que j'ai oublié, j'ai trop fait confiance à ma mémoire. Oui, vous avez parlé de l'Algérie, etc. Je pense tout à fait qu'il faut absolument, dans un contexte moderne, un gouvernement moderne. C'est pourquoi j'ai insisté au début, enfin, je n'ai pas insisté, j'ai fait référence au fait que les États africains ont revendiqué au nom des principes universalistes pour obtenir l'indépendance. Mais quand il s'était agi d'agir conformément et de vivre conformément à ces principes, on avance la culture. La différence culturelle justifie, n'est-ce pas, toutes les atrocités qu'on impose aux citoyens. Il suffit de dire que c'était comme ça à l'époque coloniale, alors que l'État est moderne et le pouvoir dont on jouit est moderne. Les instruments qu'on a à disposition pour gouverner sont modernes. On a tous les moyens modernes pour jouir de la modernité, mais quand il s'agit de se conformer aux normes modernes, là, il y a la culture ancestrale, là, il y a la culture précoloniale, etc. Je trouve que c'est ce qu'il y a un peu dans ce genre de discours, même si on le contextualise, Nkrumah en tête ou bien Senghor en tête, ça ne change rien, mais c'est le genre de discours qui est utilisé, et utilisé même très très tardivement. Mobutu qui, au nom de l'authenticité, a emprisonné des gens, etc. Il suffit de dire que un enfant n'a pas deux pères dans la tradition, ou des choses comme ça. Enfin, dès qu'il s'agit de faire son devoir, de se soumettre aux normes modernes, là, on a une tradition. On retourne à la tradition. Et dès que la tradition impose quelque chose, là, on est moderne. Donc, c'est ça. Les pouvoirs dont on justifie étant moderne, et le monopole de la violence étant moderne, on n'est pas soumis à la tradition non plus. Mais on l'évoque pour se dédouaner de l'obligation de se conformer au respect de la vie d'autrui, comme si dans les traditions précoloniales, la vie d'autrui n'avait pas de valeur. Donc, ou bien la violence était la règle, etc. Donc, c'est ce que je voulais critiquer. Au-delà de la contextualisation de ces auteurs, il y a quelque chose dont il faut parler, c'est que surtout ces chefs d'État ont abusé de cette théorie-là
Nkrumah en premier, Senghor aussi, malgré son apparence démocratique. Et Nyerere, lui, au moins, il s'est excusé à la fin de sa carrière pour dire que, pour reprendre un peu une partie de sa théorie. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas, de mon côté, un argument pour des théories modernes de nulle part, parce que quels que soient les principes modernes de liberté, d'égalité, il y a toujours un contexte qui les façonne. Parce que les désirs des individus ou bien leurs revendications viennent de la culture, de la profondeur de la culture, avant d'être considérées à la lumière de ces principes. Donc la culture, elle sera toujours là d'une certaine manière, mais la figer, l'empêcher de se transformer en renvoyant tout au passé, à mon avis, quelle que soit la compréhension qu'on puisse avoir pour ces militants, ne se justifie plus et ne se justifie pas. Donc, leur influence, aujourd'hui, doit être discutée, et il me semble que cette discussion fait partie de ce que nous, du respect que nous pouvons et de la considération que nous devons leur accorder. Et enfin, je viens à la question qui a été posée sur, je pense que c'est monsieur qui a posé la question de savoir, pourriez-vous reprendre encore votre question, monsieur? Non, bah tout le monde a oublié la question. Donc finalement, on y a répondu. Voilà, vous avez répondu dans l'ensemble, en fait. Ouais, voilà. Il nous reste 5 minutes. Il faut que personne ne soit frustré. Mais ensuite, on va s'arrêter. Il y a 3 mains qui se lèvent. Voilà. Et on arrêtera là. Ouais, je serai très rapide. C'est parce que, pour revenir au contexte, alors revenons maintenant au contexte actuel, hein, comme tu sais, il y a pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, que l'on connaît bien, qui sont passés, enfin qui se basent sur un néo-souverainisme. Alors ce néo-souverainisme, certains croient y voir aussi là une base ou des racines, je dirais, culturelles, anciennes, etc. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un néo-conservatisme adapté, ou qui serait adapté ou repris, pas du tout d'une tradition africaine où on retrouve chez Nkrumah l'intégration régionale, mais plutôt de régimes qui sont plus éloignés de la démocratie actuellement. Je pense à la Turquie ou autre. Voilà. Alors, relevez la main parce que je ne vous ai pas forcément... Voilà. Sidi Abadian, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans vos propos, vous avez exprimé quelque chose allant dans le sens de dire qu'il y a une forme de blocage donc pour la démocratie, donc pour ces États que vous avez présentés, mais également du point de vue du développement. Mais à mon avis, cela préfigure à une sorte d'hybridisme donc non assumé par rapport à ces chefs d'État, et qu'aujourd'hui, évidemment, la trajectoire du développement ou encore de l'expression de la démocratie souffre quelque part de l'affirmation de cet hybridisme, à mon avis. Et malheureusement, dans votre discours, vous n'avez pas pris position, donc en justifiant le fait que peut-être que de par votre, disons, arrière-plan philosophique, mais nous aimerions bien, évidemment, avoir cette position, donc d'autant plus que même du point de vue philosophique, ces discours, donc provenant des chefs d'État qui ne sont pas du tout acteurs peut-être dans un sens opérationnel du développement, mais plutôt donc engagés par une philosophie politique, de manière à pouvoir affirmer quelque part donc l'expression politique. Donc c'est ma question, c'est lié justement à votre position par rapport à cet hybridisme qui aujourd'hui nous rattrape, parce que jusque-là, on se cherche, on ne sait pas s'il faut se rapprocher davantage donc, de cet appel au passé et regarder autour de nous ce qui se passe en termes de démocratie et de trajectoire du développement pour
se lancer vers le futur. Donc en termes, disons effectivement, de prospérité par rapport à nos États. Merci. Merci. Si je reprends votre question sur l'hybridisme, je dois dire que cet état d'hybridisme n'est pas seulement négatif. Elle peut se comprendre aussi comme une sorte de synthèse ou bien une sorte de passage ou de transition entre un type de société qui n'existe plus dans sa forme précoloniale et une situation tout à fait nouvelle. Et dans cette situation d'hybridité, il y a des choses magnifiques qui se font au niveau de l'art, au niveau de l'écriture, au niveau de l'innovation. Donc je ne pense pas que... Ce n'était pas mon thème, je n'en ai pas parlé, mais au plan politique, et c'est là ce que je disais tout à l'heure, ce vacillement est dangereux. Ce vacillement est dangereux parce que ça permet, ça laisse la possibilité aux dirigeants qui jouissent clairement d'un État, des ressources d'un État moderne, de ne pas se soumettre aux normes modernes qu'exige leur poste, mais de puiser, de regarder, d'évoquer les traditions quand il faut se comporter aux normes modernes et d'évoquer et d'échapper à la modernité en évoquant les normes traditionnelles quand il s'agit de se conformer aux normes modernes ou alors d'échapper à la tradition quand il s'agit de se soumettre à la tradition. Donc, ça peut donner aussi, à mon avis, lieu à une situation d'hybridité dans le comportement des dirigeants et ils peuvent profiter de cette situation pour ne jouir que pour ne faire qu'avancer leur intérêt. D'ailleurs, je n'ai pas à vous donner des exemples. Il y a le long feuilleton politique qu'il y a eu au Sénégal peut aussi s'interpréter un peu comme cela. Donc il n'y a pas, heureusement que le dénouement a été positif, il n'y a pas un déroulement sans faille des institutions, mais il y a à chaque fois des tentatives extra-institutionnelles de bloquer les institutions modernes quand ça n'entre plus dans l'intérêt, quand ne va plus dans l'intérêt des dirigeants. Donc cette situation d'hybridité, pour être bref, n'est pas seulement négative, elle peut être aussi créatrice dans certains domaines, mais il y a des gens qui peuvent aussi en profiter, comme certains dirigeants politiques, pour se dédouaner des devoirs vis-à-vis des normes traditionnelles et vis-à-vis des normes tout à fait modernes. Merci d'évoquer la question. Donc, si je reviens, oui, le néo-souverainisme, ça rejoint un peu. Et ce néo-souverainisme, c'est une sorte de conservatisme, qui, là aussi, permet à des dirigeants, en toute impunité, de poursuivre les intérêts au détriment des gens qui les ont élus. Mais c'est là où l'évocation, justement, des traditions, surtout l'évocation unilatérale des traditions, l'évocation irréfléchie des traditions, peut être utilisée comme stratégie pour renforcer les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est en ce sens que la question que j'avais oubliée ici, c'est que je n'ai pas parlé de l'influence extérieure sur ces pays. Oui, effectivement, que ce n'est pas des pays qui sont totalement libres. L'indépendance est purement formelle. Il y a des pays africains qui n'existeraient pas s'ils ne sont pas sous perfusion financière et sécuritaire, etc. Donc, mais ce n'était pas le thème central de ma communication. Je voulais seulement attirer l'attention sur un problème très particulier qui peut, à mon avis, devenir une sorte d'obstacle, non seulement à la discussion, mais aussi à la fluidité, de l'exercice du pouvoir et à sa transparence, n'est-ce pas? Parce que et quand on dit ceci est une valeur traditionnelle, et c'est aussi, malgré le contexte encore, c'est aussi, il n'y a pas de discussion.
Quand on se réfère à des valeurs, c'est que non, là, on s'arrête, c'est des valeurs, il n'y a pas à les remettre en cause. Donc, surtout, c'est des valeurs traditionnelles. Mais c'est que, d'abord, scientifiquement, personne n'a fait des recherches sur ces traditions-là pour savoir si c'est des vraies traditions ou c'est des inventions. La plupart des cas, c'est même des inventions. Ce néo-conservatisme, c'est aussi des choses que, quelquefois, des chefs d'État ont pris comme ça pour renforcer leur pouvoir. Mais parler de l'Afrique, tout un continent en général, en évoquant des coutumes locales, peut-être même qui n'ont pas existé, quelquefois ça a été l'invention de la politique et non pas des coutumes qui ont réellement existé. Mais je dis, ce n'est pas parce qu'elles sont inventées qu'elles sont nécessairement négatives, parce qu'on a besoin de mythes. On a besoin de mythes fondateurs, on a besoin de mythes pour mobiliser, mais à condition que le mythe soit positif, mobilise positivement les gens. Sinon, si c'est quelques-uns qui en profitent, alors ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup. Je suis Nembot Ndefo du Cameroun. On a parlé de la culture, on a parlé des traditions, mais il y a une influence, peut-être vous n'avez pas parlé des religions, peut-être que j'ai mal compris. Quelle est l'influence des religions sur le comportement des dirigeants africains à moderniser leur pays? Vous avez la religion chrétienne qui est venue dominer la religion animiste des pays africains, surtout les pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez la religion musulmane qui est aussi venue dominer les religions dans certains pays africains. Et vous voyez aujourd'hui le développement de l'Afrique, il y a un retard criard, alors que les pays d'Asie qui n'ont pas subi cette domination des religions n'ont pas connu ce retard de développement. Est-ce que selon vous, les religions chrétiennes et musulmanes ont une influence sur les dirigeants africains par rapport à la modernisation de leur pays? Merci beaucoup. Allez, une toute petite question. Vous aviez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour répondre, puisque. Mais elle est relativement simple. D'accord. Je dirais que les religions sont un problème en Afrique parce que dans certains pays, les responsables musulmans sont très puissants. Ils peuvent poser des problèmes à des gouvernements, par exemple au Mali et dans certaines républiques, dans certains pays à prédominance musulmane, il y a ces religions qui constituent vraiment des forces puissantes. Mais l'Église catholique dans certains pays, ou bien les églises chrétiennes aussi, constituent des pouvoirs énormes. Si on voit la querelle qu'il y a eu au Congo récemment, il y a eu l'intervention très fréquente de la part de l'Église catholique au Congo, déjà sous Mobutu, et puis dans plusieurs pays, il y a l'Église qui s'est opposée. Je prends l'exemple du Togo, où il y avait l'ancien évêque Podro qui s'est opposé à Yadema jusqu'au jour de sa mort. Mais ce n'est pas une spécificité africaine, les religions. On voit aux États-Unis les évangélistes qui font la différence au niveau des élections. Donc ce n'est pas une particularité africaine. Les religions sont des forces qu'on peut utiliser politiquement, où que ce soit, et ce n'est pas une question africaine. La particularité africaine, c'est que l'élite africaine a été formée par, du moins de la première génération, a été formée par des religieux, surtout des missionnaires chrétiens, protestants, etc. Et là, naturellement, je ne pense pas que ces gens sont devenus des religieux, mais si ils pouvaient utiliser la religion pour renforcer leurs intérêts, rien ne les empêcherait de le faire. Et d'autres l'ont fait, comme certains évêques. Donc, c'est un autre problème qui est difficile. Je pense qu'il faut plutôt des études empiriques dans chaque pays pour voir comment est-ce que telle église a évolué par rapport au pouvoir politique et surtout quelle influence elle exerce et a exercé sur la population. Bien, merci. Claire? Oui. Oui, je voulais aussi remercier beaucoup le professeur Louman pour la richesse de son intervention et vous tous pour... Pardon? Pardon.
Ouais. Vous êtes trop passionné, je pense. Donc, le professeur Soso pour la richesse de son intervention. Et oui, c'est un lapsus révélateur, certainement. Et pour vous tous, pour vos questions, qui étaient bien sûr à la hauteur de l'intervention. Alors, j'ai quelques informations pratiques à vous donner. La première, la plus importante, c'est pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Si vous voulez déjeuner, il faut passer d'urgence à la case du bureau d'inscription en bas. Ensuite, nous allons déjeuner au Crous. Donc, le Crous est à peu près à 12 minutes à pied. Et nous devons être de retour ici à 14 heures. Donc, voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps. Pour aller au Crous, c'est tout droit en prenant la rue Valdec-Rocher. Et je pense que bon, il y a quelques personnes qui connaissent et qui sauront vous guider. Et pour terminer, les salles pour les ateliers seront donc au 3e étage, à votre retour. Voilà. Merci à tous, bon appétit. J'ai vu ça, c'est Nico en fait qui m'a dit qu'il soutenait son HDR hier. Il était là, qu'il avait avec Viola, et donc du coup, je comprends. Je ne sais pas si elle est arrivée, je ne l'ai pas vue en tout cas. C'est toi qui es en contact avec elle, Oui, oui. Parce que co-autrice d'un texte que je n'ai pas reçu. Ah. Alors, bon, ben voilà, je m'en suis aperçue. Ah, ok, ouais. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais voilà. Donc je vais lui demander si... L'atelier, c'est demain après-midi. La table ronde jaune. Et en fin de matinée. Mais bon, si je l'avais avant, comme normalement on reçoit les textes. Tu la connais ou pas? Non, bah non, justement, c'est pour ça, si tu la vois. Et alors, autre question, là, bon, je peut-être pas une très bonne audition, mais le son est très très bon, elle n'est pas dans le micro. Et comme je fais la... Parce que dans les... C'est vrai, il a tendance à faire comme je fais la composition, attends, pas développer beaucoup, juste comme ça, un plan. Je vais t'envoyer ce que j'ai, mais c'est la sorte de ça. Mais je veux bien, oui. Ah, tout à fait. Ouais, je lui dis, mon truc ce matin. Ouais, je te l'envoie.